Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question du wokisme est partout présente aujourd'hui dans le monde occidental. Le terme se ferait un chemin dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Il est même utilisé politiquement, comme on l'a vu au Québec ces derniers jours, par le premier ministre François Legault, qui a utilisé le terme woke pour parler d'un de ses adversaires politiques, Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que le wokisme? À quoi réfère ce concept venu des États-Unis qui aujourd'hui désigne une mouvance idéologique et politique nouvelle dans le monde occidental? Pour en parler, je reçois Pierre Valentin qui a publié pour la Fondation pour l'innovation politique l'idéologie woke en 2 tomes, Anatomie du wokisme et Face au wokisme. Pierre Valentin, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question toute simple d'abord et avant tout qui nous permettra de nous orienter. Si je vous demandais une définition à peu près simple, ne tenant pas en une phrase, mais tenant un paragraphe du wokisme, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Alors déjà, on ne peut pas commencer sans traduire le terme. Woke en anglais signifie éveillé et symboliquement, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a un clivage entre les éveillés et la masse qui est endormie. Il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du manichéisme, une petite élite qui a accès à un savoir qualitativement supérieur que le reste de la population n'a pas. Et plus très précisément ici, c'est l'idée d'être éveillé aux injustices que subiraient les minorités dans les pays occidentaux. Là où ça se définit peut-être du progressisme à l'ancienne, c'est sur tout un tas de sujets, mais notamment, je dirais, dans la pertinence des catégories raciales et sexuelles pour définir l'espace social et politique. Donc, là où le progressisme, disons, des années 60 va déplorer le fait que la race et le sexe soient des conditions d'accès à un emploi, soit des sujets de discrimination. Ici, là, on va se gargariser de percevoir le sexe et la race partout dans une logique de discrimination positive. Donc, peut-être que le wokisme peut se définir en partie par opposition, je dirais, au progressisme d'antan. Alors, dans quelles circonstances émerge ce qu'on appelle le wokisme? Parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on pourrait y voir une radicalisation du politiquement correct ou une nouvelle manière de nommer ce qu'on appelait le politiquement correct à partir des années 80 aux États-Unis. Ce qu'on appelle chez nous la rectitude politique, la gauche identitaire, la gauche Terra Nova, mais dans une version fanatisée. Donc, c'est un phénomène nouveau pour certains, mais qui réfère à une histoire qui est quand même vieille de quelques décennies. Donc, pourriez-vous nous faire une histoire de l'apparition de ce terme et de sa généalogie, son inscription dans l'histoire du politiquement correct? Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut clarifier, parce que c'est une critique qui est souvent faite à ceux qui parlent de wokisme, c'est que c'est un terme qui est initialement une revendication positive, qui vient des militants, donc notamment de Black Lives Matter, mais qui même avant ça tournait un peu dans des clips et dans de la musique de la communauté afro-américaine, et qui, au fur et à mesure, va se détacher du côté purement racial et qui va venir à englober tout ce que je racontais tout à l'heure, donc notamment l'aspect du sexe et pas seulement de la race. Le wokisme, il faut le comprendre comme une forme de postmodernisme mutant, c'est-à-dire que ça reprend certains points clés du postmodernisme, mais en faisant quelques entorses. Alors, il y a 2 principes constants. Ici, je cite Helen Pluckrose et James Lindsay. Donc elle est britannique et lui américain. C'est 2 chercheurs qui ont travaillé sur la question du wokisme, de ce que appellent les théories cyniques, pour remplacer les théories critiques. Donc 2 principes constants. Le principe de savoir postmoderne, c'est plutôt un scepticisme en réalité à l'égard de tout savoir objectif. Donc là, on vient un peu dans l'idée de Michel Foucault, on va toujours associer savoir et pouvoir. Donc l'idée d'un savoir objectif et désintéressé est en quelque sorte balayée pour être remplacée par la radicalisation de la vieille injonction 68arde, d'où parles-tu camarade. Et l'autre principe postmoderne qui restera constant malgré les évolutions, dirons, du postmodernisme jusqu'au wokisme, donc qui est présente à la fois dans le postmodernisme des années 60 et le wokisme aujourd'hui, c'est cette idée et qui découle du premier principe philosophique, que des hiérarchies de pouvoir déterminent ce qui peut être su et comment. C'est-à-dire qu'on a déjà en creux cette idée de ce que ils, en majuscule, ne veulent pas que vous sachiez. Il y a déjà un proto-complotisme dès le début, en quelque sorte. Et hormis ces 2 principes constants, il y a également 4 thèmes. Le brouillage des frontières, c'est là où on voit la notion d'inclusion, c'est d'inclure plus de choses au sein des limites.
l'importance du langage. Donc de ce point de vue-là, le politiquement correct, en effet, des années 90 était déjà une précondition ou des prémices du wokisme, parce qu'on était cette idée que on pourrait enlever tous les mots méchants et à la fin la réalité sociale serait purifiée en quelque sorte. Il y a également l'éviction de l'individu et de l'universel, donc deux concepts qui appartiennent à cette vieille gauche, en France en tout cas, laïcarde, universaliste, que l'on balayera, et le dernier qui est le relativisme culturel, l'idée qu'une culture ne vaudrait pas mieux qu'une autre. On peut toutefois noter que les indigénistes et les décoloniaux postulent plutôt que toutes les cultures sont meilleures que les nôtres, mais ils sont relativistes en dehors de ça, disons. Alors, généalogie intellectuelle, le terme woke, alors on tourne autour du terme woke, ensuite on va l'analyser dans ses différents visages. Dès 2018 ou 2019, je crois que c'est 2019, Barack Obama, si je ne me trompe pas, s'inquiète de la montée du wokisme, de l'esprit woke, de l'idéologie woke. Il commence à dire qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans le woke. Donc Barack Obama, figure irréprochable, progressiste incandescent. Quelle inquiétude exprime Barack Obama par rapport à l'idéologie woke? C'est très intéressant de voir en fait ce clivage poindre au sein de la gauche entre une vieille gauche qui ne se reconnaît pas dans ses enfants. On se posera ensuite la question de si ce sont quand même leurs enfants. À mon sens, il me semblerait que oui. Et qui s'inquiète à la fois des dérives de la cancel culture et de la vitesse à laquelle elle progresse. On voit par exemple en France que, c'est ce que montre notamment le sondage IFOP que j'analyse au début du second volume de cette note, qui démontre que le clivage au sein de la gauche est générationnel. Un vieux woke n'existe pas. Mais que chez les jeunes à gauche, le wokisme est très prégnant. Et donc, il y a une certaine inquiétude, à mon sens, très légitime au sein de cette gauche, qui est de dire, est-ce que ce combat contre le wokisme n'est pas un peu perdu d'avance? Donc, on voit des vieux de gauche qui déjà sentent avec hantise, je dirais, les prémices de leur propre ringardisation politique opérée, et qui cherchent à se débattre contre cette jeunesse, et qui notamment ne comprend pas, je dirais, la relation qu'entretient cette jeunesse avec l'universel. Cette vieille gauche, il y a notamment un très, très bon ouvrage sur la gauche contre les Lumières, dont le nom de l'auteur m'échappe. Stéphanie Rosa, absolument, qui, elle, cite 3 points de clivage entre la gauche woke et la gauche universaliste. Le rationalisme, donc on nous oblige à choisir entre ne pas avoir la raison ou n'avoir qu'elle, pour arbitrer entre, disons, cette gauche universaliste des Lumières et la gauche woke. L'universalisme, est-ce qu'on croit vraiment à cette idée de dépasser son identité particulière ou pas? Et enfin, le progressisme. Et à mon sens, ce dernier point est un peu plus faiblement argumenté par Rosa, parce que il me semble que les deux croient au progrès, simplement l'un date le début du progrès à aujourd'hui et l'autre à 1789. Mais disons que ce sont les 3 points de clivage au sein de cette gauche qui sont particulièrement fascinants à étudier, et que ces points de clivage recoupent peu ou prou à la fois soit un côté, disons, moderne versus un côté postmoderne, ou en tout cas dans le rapport à la raison notamment. Et l'évolution de ce clivage en politique va être fascinant à étudier dans les prochaines années. Alors allons-y dans une description un peu caricaturale, mais pour se faire une idée, pour le commun des mortels qui cherche à comprendre ce qui se trouve derrière le woke. Peut-on dire que dans l'esprit woke, le monde se clive globalement entre, d'un côté, les sociétés occidentales, on s'entend, des majorités blanches hétérosexuelles binaires, donc composé d'hommes et de femmes qui croient que l'homme et la femme existent et sont les deux référents sexuels disponibles, et de l'autre côté, une diversité se définissant par le fait que la société l'exclurait. Donc, on va dire les racisés, par exemple. Donc, on créerait la race comme catégorie de repoussoir, comme catégorie pour véritablement se dominer, opprimer ceux qui y sont identifiés, de même pour les identités sexuelles. Donc, est-ce qu'on peut dire que globalement, il y a d'un côté la majorité blanche hétérosexuelle et de l'autre les minorités qui seraient dans une position d'infériorité structurelle et qui, à cause de leur situation de victime, auraient un savoir social privilégié, un ressenti vers lequel on devrait se tourner pour reconstruire la société? Oui, absolument. On parle d'ailleurs souvent, lorsqu'on parle du wokisme, de vertu chrétienne devenue folle, mais là, à mon sens, où le wokisme fait entorse au christianisme, c'est justement dans cette idée que il y aurait d'un côté des gens foncièrement bons et de l'autre des gens foncièrement mauvais. Et que, contrairement à la fameuse phrase de Solzhenitsyn où la ligne de partage entre le bien et le mal traverserait le cœur de chaque homme et non pas entre les classes, les races, etc., là, il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens foncièrement mauvais. Et quelqu'un de foncièrement mauvais, on peut à peu près tout lui faire. Et donc, ça explique notamment la virulence de la cancel culture. C'est qu'il n'y a pas de pardon pour... C'est également une autre distinction, il n'y a pas d'absolution dans la théologie woke. Et donc, il y a cette violence qui, à mon sens, découle de cette distinction fondamentale entre les gentils et les méchants. Et pour ce que vous expliquez plus généralement,
il faut comprendre le wokisme comme un mouvement, comme une direction qui vise toujours à récuser la norme par l'exception. C'est-à-dire que prenez n'importe quelle norme, on va mettre en avant l'exception. Donc si vous avez un pays historiquement blanc, on va mettre en avant d'autres ethnies. Si vous avez, disons, une conception traditionnelle de relations homme-femme, on va mettre en avant un trans. Et c'est toujours cette idée de mettre en avant la fluidité par rapport aux catégorisations. Car toute catégorisation pour eux est une prémisse de totalitarisme, de binaire affreux entre le mâle blanc qui va écraser la minorité, et donc il faudrait déconstruire ou renverser ces hiérarchies dans l'idée de lutter contre les systèmes de pouvoir en place, et que du coup on peut aller de plus en plus loin dans ce relativisme. Par exemple, il y a les fat studies, donc études de corpulence. On va expliquer que lorsque la science avec des faits, des chiffres, des études, va expliquer que les personnes faisant 180 kilos ont des bonnes chances de mourir prochainement, ça c'est uniquement une stratégie, selon eux, un complot visant l'idée de marginaliser, d'oppresser les personnes souffrant de surpoids. Il y a également ça dans les disability studies, où on va expliquer que les personnes souffrant de troubles psychiques, on cherche à les éradiquer, et non pas à éradiquer leurs troubles. Donc on projette constamment le nazisme, qui est la seule référence, semble-t-il, commune, négative à notre époque, sur la figure de tous ceux qui critiquent le wokisme. Et dans la mesure où on peut toujours trouver une nouvelle norme, par exemple, on pourrait imaginer on pourrait critiquer le bipédalisme de notre société, le fait de marcher sur deux jambes. On pourrait aller plus loin en disant... Ça a été critiqué d'ailleurs par Paul Preciado. Donc comme quoi la parodie du wokisme n'est jamais qu'une prophétie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'anticiper le délire d'après qui va ensuite devenir une norme. C'est-à-dire que la figure de l'autre avec un grand A peut toujours prendre différentes formes, et on n'a pas fini d'en découvrir d'autres, justement. Vous avez évoqué un concept dont on parle beaucoup aussi et qui est intimement lié au wokisme ou à l'idéologie woke, c'est la cancel culture. Donc la culture de l'annulation, peut-être, n'est-ce pas la meilleure traduction? Ou du bannissement. Du bannissement, on dit aussi. Alors, qu'est-ce que cette cancel culture? Qu'est-ce que cette culture du bannissement? Alors, il faut la comprendre sinon comme une culture, au moins comme une méthode. C'est-à-dire que, comme disait un Américain récemment à très juste titre, à propos de Georgetown, qui tombait un peu dans la cancel culture, un professeur viré, c'est 100 professeurs qui se taisent. Et je pense que c'est ça la méthode à chaque fois. Il faut comprendre aussi pourquoi la cancel culture est la méthode privilégiée. On a une jeunesse, on pourra en reparler peut-être après, qui a grandi dans un rapport à l'autorité très paradoxal. C'est-à-dire que ils ont eu assez peu de temps sans supervision dans leur éducation. C'est ce qu'ont notamment établi les psychologues Greg Lukianoff et Jonathan Haidt dans leur ouvrage The Coddling of the American Mind, publié en 2018. Où ils notent que les woke déjà sont issus des classes aisées américaines, donc comment est-ce que ces jeunes ont été éduqués, et ils ont, comme je le disais, passé très peu de temps sans supervision, ce qui fait qu'ils gardent toujours ce réflexe enfantin en grandissant de se tourner vers leurs parents, puis ensuite vers les autorités bureaucratiques pour régler les différends à leur place. Et la cancel culture, qu'est-ce que c'est sinon se tourner vers une source d'autorité, dans cette situation précise l'employeur, pour faire quelque chose. On règle jamais le problème à son propre niveau, on dit pas ce que tu m'as dit m'a offensé, on va en parler autour d'une bière et ensuite on n'en parlera plus. On va en parler entre deux yeux, on va faire un duel comme à la grande époque. Au contraire, on va dire je vais parler à ton supérieur et je vais te faire virer. Donc c'est toujours cette idée de faire intervenir des tierces personnes qui ont souvent une forme d'autorité. Et ce qui est assez paradoxal dans la mesure où cette génération sont les petits-enfants de mai 68, idéologie qui se voulait non seulement contre l'autorité gaulliste, mais contre toute forme d'autorité en tant que telle. Alors, je vous relance. Cancel culture, c'est bon, on doit faire virer, on doit liquider, on doit bannir, mais ça s'applique aussi aux œuvres, ça s'applique à la culture, ça s'applique aux statues, aux chansons, aux films. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devant une culture d'éradication culturelle qui cherche à expulser du paysage public tout ce qui pourrait, d'une manière ou de l'autre, heurter la sensibilité des minorités ou de ceux qui prétendent parler en leur nom? Bien sûr, c'est exactement ça, et je pense qu'il y a un rapport à la pureté qui est très important de comprendre dans ce mouvement. On ne sera jamais assez pur, et que on voit d'ailleurs des féministes à l'ancienne, comme on pourrait dire aujourd'hui, des progressistes old school, comme ce terme est délicieusement contradictoire, qui se font les frais de ça. Donc finalement, c'est pas une question d'éradiquer des choses légitimement mauvaises, parce que tout sera toujours mis sous accusation, quelles que soient les bonnes intentions derrière. Et pour comprendre cette logique, il me semble qu'il faut voir, là aussi, je parlais de manichéisme, qui est une vieille hérésie chrétienne du IIIe siècle, où il y a cette idée de l'idée, du concept de l'âme qui serait supérieure à la matière et qui serait corrompue dans son contact avec celle-ci. Et donc l'abstraction, la belle idée, va toujours être
corrompu par sa concrétisation. Donc c'est pour ça que l'avenir, donc ce qui est à venir, ce qui n'est pas encore là, est toujours un peu meilleur que ce qui a déjà eu, comme le passé, le malheur d'être un peu concrétisé ou d'être entaché par son contact avec l'existence réelle. Et donc on voit des militants comme ça qui se gargarisent d'être à la pointe, et c'est d'ailleurs le trans, d'une certaine manière, c'est l'éloge de la fluidité, c'est ce qui n'est jamais tout à fait incarné, c'est ce qui est toujours en mouvement, c'est ce qui est toujours en marche d'une certaine manière, et c'est ce qui a l'avantage de ne jamais être intégralement emprisonné dans la matière, dans la chair, et qui a toujours possibilité de se libérer. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à mon sens avec la cancel culture, c'est ce rapport à la pureté. Alors, on dit beaucoup, quand on parle de tout cela, les campus américains. Mais le wokisme est sorti, s'est désenclavé des campus américains depuis un bon moment. Il est présent dans la vie politique, mais il est présent aussi dans le monde des entreprises, à travers notamment les formations en diversity training, auxquelles vous faites référence d'ailleurs dans votre étude. Pourriez-vous nous faire le portrait de cette industrie du diversity training et de ses ambitions lorsqu'il s'agit, d'une certaine manière, peut-être de rééduquer la population? Bien sûr, il y a pas mal de lanceurs d'alerte en Amérique qui en ce moment travaillent là-dessus, notamment Christopher Rufo, RUFO, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait. Il faut le suivre sur Twitter, c'est tout à fait remarquable. Absolument, c'est déprimant et remarquable. Journal aussi. Exactement. Et lui, notamment, révèle très régulièrement, d'ailleurs, c'est quasiment hebdomadaire maintenant, des programmes qu'on pourrait qualifier de rééducation, des programmes de déblanchisation de ses employés. Je cite notamment quelque chose que lui a révélé, c'est-à-dire que Lockheed Martin, qui est un des grands vendeurs d'armes en Amérique, a fait faire passer à ses employés blancs, mâles, une session Zoom où ces derniers devaient participer à un exercice de libre association. Et dans cet exercice, donc libre association, ça veut dire citer tout ce qui nous passe par la tête lorsqu'on parle d'un terme. Les organisateurs de cet événement lancent le terme blanc, et ensuite, en guise de démarrer, de donner de l'inspiration aux autres, listent que leur passe à la tête par la tête, eux, lorsqu'ils pensent à blanc. Et ils citent KKK, nation aryenne, armes, Trump, Ku Klux Klan, racisme, etc. Donc on voit déjà où eux, ils veulent en venir et où ils veulent que leurs employés arrivent. Donc l'association, tout de suite, avec une forme de nazisme mental. Et ensuite, la session se poursuit et les employés doivent internaliser ce qu'ils appellent des heterosexual privilege statements, des white privilege statements, des male privilege statements, donc des affirmations de privilèges. Donc chacun admet qu'il est privilégié, et donc d'une certaine manière, dans la mesure où le privilège remplace le péché originel, coupable, privilégié qu'on lui demande jamais avec qui il couche lorsqu'il est hétérosexuel, qu'on lui demande jamais. Donc tout ça, ce serait de l'ordre du privilège que chacun doit lister et internaliser, donc répéter, je dirais, à la forme d'un régime proto-totalitaire où chacun doit répéter la nouvelle doxa. On voit ça chez Huxley notamment, où lors du sommeil de chacun, on répète des phrases en boucle afin de les intérioriser. On voit ça dans les moutons dans la ferme des animaux qui répètent les slogans diversitaires, pas encore diversitaires à l'époque, mais qui répètent des slogans à l'envi. Et on voit que ce processus est vraiment mis en place dans ces entreprises parce que cet exemple n'est pas une exception, justement. C'est la nouvelle norme d'un mouvement qui veut détruire toute norme. Alors, je vous relance sur cette question, sur l'autocritique des privilèges. La formule qui existe au Québec, on dit souvent « check tes privilèges ». Est-ce qu'on peut dire que c'est moi, c'est une observation que je me suis déjà faite, que c'est une forme d'éternel... une éternelle reconduction, un éternel recommencement de la nuit des privilèges. C'est-à-dire qu'en dernière instance, la condition d'entrer dans l'espace public aujourd'hui, mais maintenant c'est la nuit du privilège blanc, c'est la condition d'entrer dans l'espace public, dans l'espace de la respectabilité, c'est de s'autocritiquer et de se présenter dès lors comme un allié de la mouvance woke, des différentes minorités en dynamique d'émancipation. Donc la condition pour participer au débat public, à moins de consentir à être placé à l'extrême droite ou chez les réactionnaires, c'est d'abord de confesser ses privilèges, tout en sachant qu'on ne les confessera jamais assez parce qu'on en a plusieurs dont on n'est même pas conscient. Bien sûr, c'est d'ailleurs ce que dit Robin DiAngelo, qui est particulièrement influente dans cette mouvance, c'est qu'elle admet elle-même que je n'aurais jamais fini en fait de vérifier mes privilèges, d'être imparfaite. C'est là où il y a quelque chose d'assez de post-chrétien, c'est-à-dire que
le chrétien a toujours besoin de se remettre en question et d'être humble et d'avancer vers une finalité. Et il n'aura jamais fini. C'est que tout le paradoxe de l'humilité, lorsqu'on pense la posséder, c'est qu'on ne l'a plus. Et c'est exactement la même chose ici. On cherche à s'approcher d'une finalité bonne et toujours on sera pécheur, toujours on devra se flageller, se remettre en question, etc. Et je pense que, pour être plus précis, il y a quelque chose de post-protestant là-dedans. Il y a Joseph Bottom qui a écrit un excellent ouvrage qui parle de l'éthique post-protestante. Donc Joseph Bottom, spécialiste de la religion en Amérique, ouvrage publié en 2014, donc il a eu un certain flair sur cette grille de lecture, disons. On voit que les pays post-protestants, donc comme l'Amérique ou l'Angleterre, sont bien plus facilement wokisables que les pays post-catholiques comme la France. Pourquoi ? Parce que dans le protestantisme, il y a un côté plus individualiste, alors que dans le catholicisme, l'individu est tenu par sa communauté. Et donc, dans la mesure où l'individu doit se tenir tout seul, si je puis dire, chez le protestantisme, il a intérêt à avoir une grosse conscience du péché pour ne pas partir dans tous les sens. Et lorsque on a ça et qu'on enlève, disons, la croyance au Christ, lorsque le protestantisme ne devient plus que culturel, donc post-protestant en quelque sorte, eh bien, il n'y a plus d'absolution. On ne croit plus en un Christ rédempteur, on a juste le péché. Et ce qu'explique Bottom, c'est que du coup, en conséquence, c'est normal que ce soit de là que surgisse cette notion de privilège blanc, cette notion de racisme systémique, où on n'a plus que le péché et plus de rédemption. Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado Épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les 3 leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 95. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça. Écoutez Épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Examinons justement quelques-uns de ces concepts qui sont très à la mode. Privilège blanc, racisme systémique. À quoi réfèrent ces différents termes ? Par exemple, privilège blanc, si on vous demandait de le définir tel qu'ils le définissent, tel que le définissent les woke, et tel que vous pourriez le définir ensuite à partir de votre étude. Alors, c'est-à-dire que privilège blanc, c'est cette idée qu'il y a plein de choses dont nous ne sommes... C'est-à-dire que le privilège blanc, le blanc a le privilège de ne pas être au courant qu'il existe. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit dans la matière sociale, dans tout ce qui est, que le blanc ne sait pas qu'il est privilégié, et c'est une des choses qui caractérise d'ailleurs son privilège. C'est des choses comme ne pas être suspecté, de voler quelque chose lorsqu'on va dans un magasin. C'est toutes ces choses-là que, apparemment, toute la société aurait forcément en tête. Donc, ça, c'est, je dirais, leur conception de la chose. Et le problème, c'est que lorsqu'on est accusé de privilège blanc, en tant que blanc, évidemment, c'est presque impossible d'échapper à l'accusation. C'est-à-dire que Robin DiAngelo donne certaines réactions qui seraient preuve de privilège blanc, et l'une d'entre elles est d'essayer de débattre lorsqu'on est accusé de privilège blanc. L'autre est d'essayer de quitter la conversation, l'autre est d'essayer de se taire, et donc face à ça, on voit pas comment le blanc peut échapper à l'accusation. Donc c'est un concept qui est une forme de sophisme dans la mesure où l'accusation vaut la preuve en fait de culpabilité. Ensuite, vous parlez de racisme systémique. C'est cette idée que toute disparité statistique dans la distribution, disons, de postes, par exemple, le nombre de plombiers, le pourcentage de plombiers blancs qu'on aurait en France, ou etc. Eh bien, s'il y a plus de blancs, c'est qu'il y a forcément une discrimination systémique à l'encontre des plombiers noirs. C'est jamais que ce soit, par exemple, il y a pareil avec les hommes et les femmes. S'il y a plus d'hommes dans un certain domaine, c'est forcément qu'il y a un sexisme systémique dans toute l'institution. Et Ibrahim X. Kendi, qui est également particulièrement influent, a écrit un article où il souhaitait constitutionnaliser ce principe. Le principe précis étant que toute disparité statistique est la preuve en soi d'un système raciste. Et face à ça, c'est à mon sens tellement central au wokisme que c'est, pour revenir à la question du début, une des choses qui le définit. C'est ce qui distingue aussi le wokisme, je dirais, de ses ancêtres progressistes un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que toute disparité statistique est forcément une discrimination, et le problème c'est que c'est pile je gagne, face tu perds. J'ai cité dans la note notamment une historienne qui s'interroge sur le fait que 96% des hommes en prison 96% des personnes en prison sont des hommes, et va donc parler du coût de la virilité, coût COUT. Le problème,
problème, c'est que si ça avait été 96% de femmes, on aurait parlé du sexisme systémique du système judiciaro-carcéral français. Ou s'il y avait plus d'étrangers, on aurait parlé d'une preuve du racisme systémique de la police. Donc c'est toujours pile je gagne face super, et ces activistes auront toujours un métier, dans la mesure où il y a toujours des disparités statistiques dans la distribution. Alors, justement, cette idée qu'il faille réparer la société en se disant qu'il doit plus jamais avoir de disparités statistiques en fonction des catégories identifiées par la bureaucratie diversitaire, ça implique une reconstruction intégrale des rapports sociaux à temps plein, une forme de surveillance permanente des rapports sociaux pour éviter que ces distorsions statistiques apparaissent. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, cette ambition d'une maîtrise totale des rapports sociaux, le wokisme est un totalitarisme? Oui, absolument. On dirait que au moins le wokisme a une envie de totalitarisme, une tentation totalitaire, comme on dit. Et que de toute façon, dans la mesure où on prône l'équité et non plus l'égalité, disons que c'est une égalité de point de départ, et l'équité, c'est une égalité de point d'arrivée. Et dans la mesure où on prône une égalité du point d'arrivée, vu que les personnes sont libres en fait et font des choix différents, quelle que soit leur ethnie, leur sexe, leur race, eh bien on arrive toujours à des choix divergents. Et donc si on veut arriver à des choix où il y aura du 50-50 dans tous les domaines, on est obligé de laisser toute la société dans les mains de certains bureaucrates qui vont s'occuper disons des décisions sociales de A à Z et qui vont bien vérifier que tout le monde arrive sur la ligne d'arrivée au même moment, quel que soit le point de départ. Et donc face à ça, évidemment que c'est toute notion de libre arbitre ou toute notion d'arbitraire ou même de choix qui ne soit pas facilement défendable d'un point de vue du régime diversitaire, eh bien on est obligé d'admettre que le wokisme en tout cas a une soif de bureaucratie ou une soif de bureaucratisation de tous les rapports sociaux, ce qui est accessoirement une des conditions sociologiques de son émergence, telle qu'analysée par Jason Manning et Bradley Campbell dans leur excellent ouvrage publié en 2018, The Rise of Victimhood Culture. Alors, on a évoqué le fait que c'était très ancré dans l'université, que c'était relayé dans l'entreprise. Quels sont, selon vous, les milieux sociaux, économiques, qui sont les plus perméables au wokisme? Alors, le sondage IFOP, qui a été réalisé en tout cas en France, mais globalement, les résultats sont à peu près les mêmes en Amérique également, et j'imagine également au Canada. Il n'y a pas de vieux woke, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de jeune. Un EHPAD woke n'a pas encore été inventé. Un EHPAD, c'est-à-dire un CHSLD, je le dis pour chez nous. Une maison de retraités. Une maison de retraite, voilà, exactement. Il n'y a également pas de prolétariat woke, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose des classes aisées. Et c'est peut-être une des manières de comprendre le fait qu'ils aient un peu délaissé la question sociale parce qu'ils sont du côté des dominants de ce point de vue-là, disons. Déplaçons-nous un instant aux États-Unis, qui est véritablement l'empire d'où vient le wokisme. Est-ce que pour vous, on peut caractériser le wokisme comme un phénomène, une forme d'idéologie américaine à certains égards, ou à tout le moins nord-américaine, tout en sachant qu'il réussit à s'implanter ailleurs? Est-ce qu'il y a une dimension fondamentalement américaine dans le wokisme tel que nous le connaissons aujourd'hui? Alors déjà, pour répondre en partie, l'avenir nous le dira. On verra comment la France réagira sur le plus long terme à la question woke. Et là, on pourra répondre plus clairement à cette question. Déjà, également, comme je le disais tout à l'heure, il y a un rapport entre post-protestant et post-catholique qui est assez fort. Il y a ce qu'explique Joseph Bottom notamment, c'est que les post-protestants ne se perçoivent pas vraiment comme une élite, mais plutôt comme des élus. C'est-à-dire qu'ils ont une mission à apporter. Ils sont convaincus de leur supériorité morale et déplorent le fait que les autres populations, que les sans-dents, comme on dirait en France, comme les personnes rurales, n'aient pas encore eu accès à ce nouveau savoir. Il y a notamment une activiste Tovar qui explique que il faut avoir accès à une éducation particulière pour pouvoir percevoir le sexisme partout encastré dans les rapports sociaux. Donc il y a toujours cette supériorité un peu du post-protestant. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que déjà la French Theory, comme son nom l'indique, a commencé en tout cas en France avec Foucault et Derrida. Ensuite, il y a tout un débat universitaire qui consiste à savoir si oui ou non ils ont été caricaturés de manière à les trahir et dans leur passage en Amérique, disons. Et ça, c'est une question que moi, je ne peux pas trancher. Mais disons qu'en tout cas, une certaine influence qui vient de la France, donc on ne peut pas s'en dédouaner entièrement. Et on voit une progression, notamment alors au Royaume-Uni déjà très forte. C'est-à-dire que en Amérique, le clivage woke contre non woke est assez aisément le premier de la vie politique. En Angleterre, le sondeur Frank Luntz, Luntz, a expliqué que c'est désormais dans le top 3 des clivages les plus pertinents. Et en France, on est un peu à la traîne. On est en
en retard, on s'en rapproche doucement, mais à mon sens, les dynamiques ne sont pas bonnes. Je vous montre qu'en France, les concepts ont une utilisation exponentielle, notamment celui d'écriture inclusive, qui progresse depuis 2014 à une vitesse folle. Les courbes sont verticales de ce point de vue-là, donc si on les poursuit, on peut tout à fait imaginer qu'on rejoindra l'Amérique demain. J'ai, moi, à mon sens, un petit peu d'espoir pour la France. Vous d'ailleurs expliquez régulièrement que nous sommes la France vendéenne, d'une certaine manière résistante au nouveau jacobinisme révolutionnaire américain, et je suis pas loin de partager un peu cet avis, mais l'avenir nous le dira. Alors, le wokisme est là, il se déploie à la manière d'une révolution, et il y a l'idée de lui résister aussi, lui tenir tête face au wokisme. Comment lui tenir tête? Et ça, c'est la question que plusieurs se posent. Raymond Aron, en son temps, croyait devant le communisme, devant le marxisme, qu'il fallait aller directement au texte et le déconstruire et prendre au sérieux non seulement Marx, mais les marxistes, pour dire on va prendre au sérieux ce qui est devant nous. Souvent, devant le wokisme, une partie de la droite, ce qu'on appelle la droite, les conservateurs se contentent de dire folie de jeunesse, ça passera. Et ensuite, politiquement, il y a la question de la réaction, on y viendra. Mais selon vous, première question, et on la reposera d'une autre manière ensuite, comment tenir tête au wokisme? Comment lui faire face? Tout d'abord sur ce que vous dites sur le fait que la droite souvent ricane et ensuite s'en inquiète bien trop tard. C'est un phénomène qui est plus âgé que le wokisme. Déjà, Christopher Caldwell, dans son ouvrage The Age of Entitlement, voilà. Et il explique que déjà dans les années 80-90, au moment du politically correct sur les universités, sur les campus, la droite ricanait en disant on verra au moment des élections. Qu'est-ce qu'ils sont fous, dans l'expression un peu wait till you hear this, à rire un bon coup sur ces bêtises, et ensuite se font surprendre 10-20 ans après en se rendant compte que la culture a complètement changé et qu'ils sont désormais, ils passent pour de vieux ringards. Donc il ne faut jamais traiter ça par le mépris. On peut en rire, je vais en parler un peu après, mais il faut aussi traiter ça avec sérieux. Il faut en rire avec sérieux, en quelque sorte. Il faut que je vous parle un petit peu du compte Twitter satirique Titania McGrath. Bien sûr, allez-y. Un compte formidable, c'est un compte parodique, donc créé par Andrew Doyle, un journaliste britannique. Un compte parodique, Titania, c'est une jeune femme qui se définit comme écosexuelle. Je ne chercherai pas à vous expliquer ce que ça veut dire, et qui tweet des choses formidables du style on dira ce qu'on voudra sur l'État islamique, mais au moins ils ne sont pas islamophobes. Ou du style la seule raison pour laquelle les blancs font des enfants, c'est pour simuler l'expérience de posséder un esclave. Ou encore, j'ai enchaîné ma nièce de 4 ans au belvédère du jardin en lui expliquant qu'elle était complice de la traite négrière. Elle s'est mise à pleurer, ce qui n'est juste qu'une preuve de sa fragilité blanche. Donc elle est assez forte et assez brillante. Et moi, ça me fait énormément rire également, comme vous, Mathieu. Mais le problème, c'est que la parodie du wokisme, comme je l'ai expliqué, n'est jamais qu'une prophétie. Et Titania a déjà prédit l'avenir environ 12 fois. Elle a un fil sur Twitter qui ne cesse de croître, qui ne cesse de grandir, des occasions où elle aura prédit l'avenir. Par exemple, elle accusait, il n'y a pas si longtemps, Mary Poppins, dans la scène de la cheminée, de faire un blackface, parce qu'elle ressort couverte de charbon. Et on rigole, c'est hilarant, c'est très drôle. Le problème, c'est que le New York Times, donc pas n'importe qui, le New York Times, va ensuite faire un article au premier degré, 6 mois après, en faisant la même accusation. Titania, sinon, va encourager les jeunes femmes seules à aller faire des randonnées dans les zones rurales du Pakistan, ce qui est une excellente idée. Et ensuite, Forbes fera la même proposition quelques mois plus tard. Plus récemment, on a parlé, notamment au Canada, des autodafés inclusifs, où on brûlait des livres. Titania tweetait déjà en 2019, le problème avec les livres numériques, c'est que on ne peut pas les brûler s'ils sont offensants. Et ensuite, Titania concluait une longue tribune en disant... rééduquons les jeunes, renommons toutes les rues, brûlons les livres, mettons les bonnes opinions sur tout le monde, c'est la seule manière de vaincre le fascisme. Et c'est tout ce paradoxe somptueux qui est, on prétend quitter un monde affreux pour mettre en place en réalité un monde affreux. Et c'est justement par, je dirais, l'épouvantail du monde d'avant qu'on est en train de mettre en place un monde épouvantable demain. Donc, rire, oui, c'est une bonne manière d'ailleurs de mettre tout le monde dans sa poche. Je pense que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sentent prêts à partager des contenus de Titania parce qu'ils sont drôles, et ils ne le feraient pas, ou moins, avec, disons, quelqu'un de droite qui critiquerait ouvertement le wokisme. C'est une manière, par le subterfuge, par le rire, de mettre un peu tout le monde dans sa poche, qui peut être assez efficace. Et également, dans un monde qui n'a pour seul argument politique que de ringardiser l'adversaire, c'est aussi une bonne manière de ringardiser l'adversaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on rigole de ces fous qui mettent les gens dans des cases et qui se font des nœuds au cerveau avec des choses pas possibles. Donc, une approche en tout cas efficace, c'est celle de la dérision, mais il faut être rapide parce que, comme je le dis,
on a déjà intégré beaucoup de normes dont on n'a plus le droit de rire. Donc il faut savoir anticiper et, disons, se moquer d'eux assez rapidement avant que ces choses-là viennent s'institutionnaliser à grande échelle et les prendre également au sérieux et identifier les sophismes, ce qui serait ensuite, je dirais, l'angle le plus rationnel, l'angle le plus froid, avec lequel il faut méthodiquement détruire et souligner, je dirais, les sophismes au sein de leurs concepts clés. Alors, vous parlez du rôle de l'humour, c'est essentiel, mais c'est peut-être trop limité. Je repose la question sur Aron parce qu'elle me semble nécessaire. Et en fait, je vous donnerai deux figures qui ont joué des rôles différents. Raymond Aron, qui prend au sérieux les thèses du marxisme en son époque et qui les déconstruit avec une finesse remarquable. Jean-François Revel, qui les attaque au lance-flammes, mais avec le talent de l'argument, mais aussi le génie de la polémique, mais dans le meilleur sens du terme. Et Philippe Murray, qui lui, véritablement, rit méchamment sous le signe de la littérature. Est-ce que, de ce point de vue, on ne doit pas reprendre aujourd'hui le pari d'Aron, de Revel et de Philippe Murray? Oui, absolument. C'est pour ça que, à mon sens, il faut arriver à expliquer à certains, je dirais, libéraux assez naïfs ou des personnes de centre-gauche qui entendent des mots qu'ils aiment bien, comme celui de diversité, d'inclusion, d'équité, mais qui ne comprennent pas que soit la définition de ces termes-là ont changé, le mot de racisme, par exemple, a changé. Désormais, ce n'est pas juste, disons, discriminer quelqu'un par rapport à sa race, c'est le faire en position de pouvoir. Donc, il ne peut pas y avoir du coup de racisme anti-blanc parce que les blancs sont en position de pouvoir, donc il n'y a pas de racisme envers eux. Et je dirais, la personne de la vieille gauche un peu naïf peut entendre ça et se dire, tiens, bah, moi je ne suis pas raciste, donc je suis avec eux. Donc, il faut arriver à expliquer à ces gens-là, en fait, ces distinctions fondamentales afin, je dirais, de bunkériser politiquement le wokisme en le réduisant à une petite frange et qui, dans la mesure où elle ne pourra que se radicaliser, la question devient à combien ? Et si on arrive à les radicaliser à peu d'entre eux, eh bien ensuite, ils vont se détacher de plus en plus de la réalité que vivra le reste du commun des mortels et devenir de plus en plus inaudibles de ce point de vue-là. Si on prend notamment l'idée de diversité, les gens se disent la diversité c'est très bien parce qu'ils perçoivent, je dirais, une forme de pluralisme derrière ce terme. En réalité, ce n'est pas ce que signifie la diversité. La diversité signifie moins de dominants. Donc, dans, disons, un quartier, une institution, on ne pourra jamais se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'hétérosexuels, par exemple, parce qu'ils font figure de dominants. Alors que si on voulait vraiment défendre la diversité en tant que telle, un certain pluralisme, donc, on pourrait se plaindre dans une certaine situation qu'il n'y ait pas assez de dominants. Car si on veut, disons, une répartition égale entre homosexuels et hétérosexuels, entre blancs et noirs, entre que sais-je, eh bien, dans certains cas, il devrait être possible de se plaindre d'un manque de dominants. Or, c'est impossible dans le wokisme. On voit d'ailleurs très récemment un fait divers qui va dans ce sens-là, le licenciement de nombre de, je crois que c'était dans l'orchestre ou l'orchestre d'opéra, Opéra Touring, exactement, en Grande-Bretagne. Et ils ont viré énormément de dominants, disons. 14 musiciens blancs. Et au nom de la diversité. Et ce qu'il faut bien virer en tant que blanc. En tant que blanc, exactement. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on voit ça, parce qu'on entend, je dirais, une critique des dominants au service des dominés. Mais il faut bien comprendre que c'est d'abord une critique des dominants et non pas un service que l'on rend aux dominés. Donc quand on vire ces 14 blancs pour les remplacer par de la diversité, ces gens-là se réjouissent d'abord du fait que c'est des blancs qui soient virés plutôt que du fait que ce soit des minorités qui prennent leur place. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans la conclusion de mes travaux, cette idée que le wokisme est une grande négation et que dans la mesure où la déconstruction a été, je dirais, le concept le plus populaire au sein des sciences sociales ces dernières décennies, c'est une pure négation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de proposition derrière. La cancel culture, c'est la culture de l'annulation. On fait tomber des statuts. Tout ça n'est que destruction. Et à la fin, ils pourront se proclamer fièrement roi des cendres, si on veut. Mais c'est pas et il s'agit de montrer ça aux gens. C'est-à-dire que si on montre ça aux gens, il me semble que le commun des mortels ne peut pas se rallier derrière un processus purement négatif, une fois qu'il est présenté en tant que tel. Vous croyez qu'il est exclusivement négatif ? J'entends par là, il n'y a pas une sacralisation de certaines figures minoritaires. Le cas Traoré en France, pour en donner l'exemple, un peu partout, c'est-à-dire il y a une forme de sacralisation du minoritaire, une sacralisation de celui qui est présenté comme l'oublié d'hier, et à travers ça, finalement, la négation n'est qu'une étape vers un nouveau fanatisme. Bien sûr. Alors, déjà, ce qui est juste pour enfoncer une porte ouverte, le vide total appelle toujours un nouvel absolu. C'est déjà un peu ce qui s'est passé avec le postmodernisme, qui a commencé par un scepticisme radical et une forme de nihilisme jovial, en quelque sorte, et qui aura mené à ce dogmatisme que l'on connaît aujourd'hui. Donc, chaque excès finit par générer l'excès
l'excès inverse. Simplement, lorsque vous parlez de la défense des minorités, le problème, c'est que ces gens-là ne défendent pas les minorités non occidentales. Ils ne parlent pas des minorités opprimées dans d'autres pays qui ne viennent pas de l'Occident. Ils ne parlent pas du sort des femmes. Dans les minorités, entendues ici comme les victimes de l'Occident en ses propres frontières. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on perçoit la minorité comme une sorte de coin à fendre qu'on va enfoncer dans un chêne. C'est-à-dire que plus on va taper sur le coin à fendre, on s'en fiche du coin à fendre, finalement, ce qu'on veut, c'est abattre le chêne. Et de ce point de vue-là, la minorité n'a qu'un rôle purement instrumental et qu'un rôle négatif. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que on pourrait croire que, je dirais, il y a 10-15 ans, ces personnes-là défendaient les femmes en tant que telles. Or, lorsque la figure du trans est arrivée, ils s'en fichent de défendre les femmes, parce que dans certains cas, on voit notamment des personnes qui se déclarent femmes juste avant de rentrer dans une compétition physique, athlétique, et qui donc vont détruire les chances de succès de femmes qui, elles, auront depuis 20 ans pour rêve de rentrer dans cette compétition et de gagner. On a vu ça notamment avec l'haltérophilie. Et là, ils sont plus là pour défendre les femmes. Donc les femmes, c'était l'autre avec un A d'avant, mais désormais, c'est déjà une catégorie presque réactionnaire parce que le trans, avec sa fluidité, permet de mieux déconstruire les catégories. Donc l'autre est utile dans la mesure où il permet de déconstruire les catégories et non en soi. Une fois qu'il aura servi, disons, sa finalité instrumentale, on le balancera comme on l'a fait avec les femmes pour défendre une nouvelle catégorie qui sera plus disruptive. Dernière question, alors sur la question de comment tenir tête politiquement. Alors, je vous raconte une conversation, sans vous dire avec qui tout récemment, avec une philosophe libérale qui me disait « Nous devons tenir tête avec le travail de la raison, en déconstruisant et en refusant au nom de l'universalisme et de l'esprit critique cette déraison fanatique qui nous attaque. » Est-ce que le libéralisme en lui-même et l'essai lui-même est suffisant pour tenir tête au wokisme, ou pour lui tenir tête, il n'est pas nécessaire aussi de mobiliser, appelons ça, je dirais pas un sacré alternatif, mais tout simplement le sacré disponible dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire l'attachement légitime à son pays, l'attachement légitime à sa patrie, l'attachement légitime à sa communauté, l'attachement légitime à sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas devant le wokisme une réponse qui n'est pas seulement le libéralisme? Donc oui, le libéralisme, mais avec un trait d'union, et ce trait d'union est essentiel. Donc il ancre nos sociétés dans autre chose qu'un rationalisme froid, mais aussi dans des cultures fortes qui résisteraient au wokisme qui cherche à les criminaliser, à les désagréger. Bien sûr, une des choses, par exemple, qu'il est à mon sens très significatif de noter, c'est que le wokisme est entré tel un couteau chaud dans du beurre dans beaucoup de milieux qui se disaient rationalistes. C'est ce qu'explique notamment James Lindsay, qui va expliquer, par exemple, que dans les sphères un peu des nouveaux athées, comme on les appelait, donc ceux qui soutenaient Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, etc., ces gens-là ont été assez susceptibles à, je dirais, ce virus woke, ce qui est déjà une indication. Et on voit également que les pays, disons, les plus libéraux, comme l'Amérique, ont été très faibles dans leur résistance au wokisme. Le New York Times, qui était chantre il n'y a pas si longtemps du libéralisme à l'ancienne, comme on peut dire, s'est fait dévorer en l'espace de quelques années de l'intérieur par le wokisme. Et ça devrait interroger justement ces libéraux, se dire comment ça se fait-il que face à ceux qui se réclament positivement comme un virus, ils aient si peu d'anticorps. Et à mon sens, c'est déjà une donnée à prendre en compte. De plus, ce que vous expliquez notamment à la fin de votre dernier ouvrage, c'est qu'il y a, on peut parler d'universalisme en gesticulant, mais il y a les conditions d'un universalisme, d'un enracinement. On peut, c'est-à-dire qu'il y a cette vision, je dirais, d'abord mon chez moi, et ensuite je regarde un peu plus loin, je regarde ma région, ensuite mon pays, et au fur et à mesure, je me dirige vers l'universel. Et la gauche, depuis longtemps, a perçu les choses à l'envers, en voulant commencer par l'universel, alors que cette chose-là est impossible. Donc s'il fallait schématiser, on pourrait dire que la civilisation, disons, chrétienne au sens large, a voulu, je dirais, défendre l'universel à travers le particulier. Ensuite, la modernité libérale rationaliste a voulu défendre l'universel sans le particulier, et en conséquence, il me semble, on s'est retrouvé avec le particulier sans l'universel. Et que chacun, en fait, que ce soit les modernes ou les postmodernes, accuse l'un et l'autre d'excès, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont, d'une certaine manière, que c'est, pour paraphraser Jean-Claude Michéa, le parti des prémices qui porte plainte contre celui des conséquences. Et que l'un s'énerve de voir ses enfants devenir ainsi, mais ça n'en fait pas moins ses enfants. Ces enfants peuvent nous haïr, nous critiquer, mais on ne peut pas se dédouaner de la responsabilité de ce qu'ils sont devenus lorsqu'on est parent. Et c'est à mon sens tout ce rapport paradoxal qu'entretiennent ces deux gauches. C'est un rapport de parent à enfant, d'où je dirais la virulence dans les disputes justement. Donc oui, il ne faut pas choisir entre n'avoir que la raison et n'avoir qu'elle, et peut-être que d'une certaine manière le rationalisme a participé à la mort de la raison, paradoxalement.
Pierre Valentin, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre étude, l'idéologie woke. 1. Anatomie du wokisme. 2. Face au wokisme. Je ne me trompe pas en disant que c'est disponible sur Internet et qu'on peut la lire en PDF. C'est gratuitement disponible sur le site de la Fondapol. Excellent. Donc, Fondation pour l'innovation politique, fondapol.org. Pierre Valentin, merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.